Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du soir sur Télé Liban. Le Liban Sud a été secoué par une série de frappes aériennes israéliennes, marquant une escalade significative malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre dernier. Ce jeudi matin, la région du Liban Sud, notamment près de Nabatieh, a été secouée par des dizaines de frappes aériennes israéliennes. Les raids ont touché les collines de Kfar Tabnit et de Nabatieh el-Fawa, créant un climat de panique parmi les habitants qui ont également signalé des survols d'avions de chasse. Selon des secours israéliennes, une cible importante a été visée, probablement un complexe du Hezbollah abritant des missiles anti-chars et des membres du groupe. Le commandement nord de l'armée israélienne a confirmé sa politique offensive contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Suite à ces représailles, une personne a été tuée et 8 blessés selon le ministère de la Santé. En parallèle, un drone israélien a largué des tracts anti-Hezbollah à Nakoura. Des avions de guerre israéliens ont également survolé Beyrouth et ses banlieues sud. Par ailleurs, un véhicule civil a été attaqué sur la route Adaïs-Sekfalkela, mais les passagers à bord ont survécu. Le président de la République, Joseph Aoun, a quant à lui reçu des rapports détaillés concernant les zones ciblées et les conséquences des frappes israéliennes. Par ailleurs, le chef de l'État s'est rendu au siège de la Banque du Liban, soulignant le rôle crucial de l'institution dans la restauration de la confiance dans le système bancaire. Le gouverneur Karim Saed a présenté une étude juridique insistant sur l'importance de préserver l'indépendance de la Banque du Liban face aux projets de réforme en cours. Il a mis en garde contre les risques de fragmentation législative et a souligné que toute réforme doit renforcer et non pas affaiblir l'autonomie de la Banque centrale. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a pour sa part visité la région de la Mecca, marquant une étape clé dans la volonté de l'État de renforcer la sécurité aux frontières et de relancer le développement local. Accompagné des ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Travaux publics, le chef du gouvernement a débuté sa tournée au centre de Shaïbé, dans les hauteurs de Baalabek, avant de se rendre au poste frontalier de Boufares, à proximité de la Syrie. Sur place, Salam a salué l'engagement de l'armée libanaise dans la lutte contre les contrebandes et les infiltrations illégales. Le Premier ministre a également présidé une réunion avec des officiers de l'armée, soulignant l'importance de soutenir l'institution militaire face aux défis actuels et de consolider la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. À Baalabek, ville emblématique par son patrimoine historique, Nawaf Salam a exprimé sa volonté de redonner à la région son rôle de destination touristique et de moteur de développement économique. Dans cette optique, il a annoncé le lancement d'un projet de création d'un organisme de régulation du cannabis, visant à stimuler l'économie locale et à attirer des investissements dans la région. Abordant les élections municipales prévues le 18 mai dans la Bekaa, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à respecter les délais et à garantir la transparence du scrutin. À Jérusalem-Est, des forces israéliennes ont fermé 3 écoles gérées par l'ONU, expulsant près de 550 élèves, en majorité des enfants âgés de 6 à 15 ans. Ces établissements situés dans le camp de réfugiés de Chouafat étaient gérés par l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Selon l'ordre placardé par la police israélienne, les écoles fonctionnaient illégalement sans autorisation. Ronald Friedrich, directeur de l'UNRWA en Cisjordanie, a affirmé « Des forces lourdement armées ont encerclé les écoles. L'intervention a été brutale et profondément traumatisante pour les enfants. » Depuis le 8 mai, une nouvelle loi israélienne interdit à l'UNRWA toute activité sur le territoire israélien, incluant Jérusalem-Est, annexée en 1967. Une décision motivée par des accusations israéliennes non prouvées selon lesquelles des employés de l'UNRWA auraient participé aux attaques du 7 octobre 2023. Les enquêtes internationales, y compris celles menées par des experts de l'ONU, n'ont pour l'heure confirmé aucune preuve apportée par Israël contre le personnel de l'UNRWA. Depuis 1949,
L'UNRWA est un pilier essentiel des services sociaux pour les réfugiés palestiniens. La fermeture de ces écoles laisse des centaines d'élèves sans solution immédiate dans un contexte où l'éducation est déjà profondément fragilisée par le conflit. En Turquie, cette fois, la tension monte à nouveau entre le pouvoir et l'opposition. Le compte X d'Ikram İmamoğlu, maire d'Istanbul, emprisonné et principal rival politique du président Erdogan, est désormais bloqué dans le pays. Le compte visé, suivi par près de 10 millions d'abonnés, servait depuis l'arrestation de İmamoğlu le 19 mars dernier à diffuser des messages depuis sa cellule, notamment en appelant ses partisans à la mobilisation. L'annonce intervient 24 heures après un rassemblement de l'opposition à Istanbul, le plus important depuis un mois, malgré les interdictions et la répression. Selon le groupe Engeliweb, spécialisé dans la surveillance de la censure numérique, l'ordre a été donné au nom de la sécurité nationale. Yamam Akdeniz, expert en droit du numérique, affirme « Ce n'est pas une surprise, des centaines de comptes sont bloqués depuis l'arrestation d'Imamoglu. X devient un outil du pouvoir. » Mais la contestation s'organise. Une procédure judiciaire a été engagée pour contester la décision de blocage au nom de la liberté d'expression. Sur les réseaux sociaux, la riposte symbolique s'affiche en images. Des milliers d'internautes remplacent leurs photos de profil par le visage d'Imamoglu en signe de solidarité. Après presque 10 ans passés en Allemagne, Mohamed Jalal a été expulsé. De retour dans sa ville natale, à Aradia, au nord de l'Irak, il dort désormais sur un matelas au sol dans un petit appartement partagé avec son père. Si je pouvais repartir en Europe, je le ferais. Là-bas, j'aurais pu travailler dignement. Ici, je n'ai rien, affirme tristement Mohamed Jamal. Comme lui, des milliers d'Irakiens ont été refoulés ces derniers mois. L'Europe durcit ses politiques migratoires et multiplie les expulsions. Rien qu'au dernier trimestre 2024, plus de 125 000 personnes ont reçu un ordre de quitter l'Union européenne. L'ambassade d'Allemagne à Bagdad l'avait affirmé. Ceux qui n'ont pas besoin de protection ne peuvent rester. En Irak, les perspectives restent minces, chômage élevé, corruption, pauvreté. Hamad a tenté d'ouvrir une boulangerie, puis travailler dans un stand de falafel pour 7 $ par jour. Il survit grâce à des virements de proches en Grande-Bretagne. L'Europe tente d'accompagner les retours. À Erbil, des ONG kurdes proposent des formations pour aider à reconstruire une vie. Kamirad Shivan, un responsable de programme, souligne « Beaucoup rentrent sans rien, parfois même endettés. On leur apprend à créer une micro-entreprise, à reprendre pied. » Mohamed Ismail, lui, y est parvenu. Rentré en 2021, il a reçu une bourse et s'est associé dans un garage. Aujourd'hui, il gagne 550 $ par mois. Je ne veux plus repartir. Si je retourne en Europe, ce sera en touriste, dit-il. Pour beaucoup, l'Europe était un rêve. Le retour en Irak, c'est un réveil brutal, mais certains y voient une seconde chance. C'est le deuxième jour d'un conclave historique au Vatican. Derrière les murs de la chapelle Sixtine, 133 cardinaux venus des 4 coins du monde tentent d'élire le successeur du pape. Et dehors, le monde retient son souffle. Une fumée noire s'est échappée peu avant midi de la cheminée de la chapelle Sixtine, signifiant que les cardinaux réunis en conclave ne sont pas encore parvenus à désigner le successeur du pape François. Sur la place Saint-Pierre, plusieurs milliers de fidèles et de touristes espéraient assister à l'apparition tant attendue de la fumée blanche. À huis clos, 133 cardinaux électeurs venus de 70 pays poursuivent leur délibération sous les fresques majestueuses de Michel-Ange. 4 tours de scrutin ont eu lieu aujourd'hui, de le matin, de l'après-midi. Il faut réunir une majorité de 2/3, soit 89 voix, pour élire le nouveau souverain pontife. Parmi les favoris, des Italiens, un Maltais, un Philippin, un Français. Le prochain pape pourrait bien venir d'une périphérie, à l'image du monde que le pape François avait tant voulu représenter. L'événement est suivi en direct par plus de 6000 journalistes venus du monde entier. Le Vatican est placé sous haute tension médiatique et chaque volute de fumée est scrutée à la loupe. Et désormais, tous les regards se tournent à nouveau vers cette cheminée qui dira au monde « Habemus Papam ».
Islamabad a accusé New Delhi d'attaques de drones meurtrières sur plusieurs de ses villes au lendemain de la journée la plus sanglante entre les deux pays depuis plus de 20 ans. L'armée pakistanaise a annoncé avoir abattu jusqu'ici 25 drones de fabrication israélienne envoyés par l'Inde sur son sol depuis la veille au soir, au lendemain de la confrontation militaire la plus violente entre les deux pays depuis des décennies. L'armée pakistanaise affirme avoir neutralisé au moins 12 drones envoyés par l'Inde au-dessus de 9 villages stratégiques dans Rawalpindi et Lahore. Les frappes ont fait 1 mort et 4 blessés parmi les soldats selon un dernier bilan officiel. Un porte-parole de l'armée pakistanaise a souligné que les drones visaient des sites sensibles. Certains ont été abattus, d'autres sont toujours en cours de neutralisation. Le Pakistan a fermé temporairement les aéroports de Karachi, Islamabad et Lahore. Les vols ont été suspendus, ajoutant à l'inquiétude générale dans les grandes villes frontalières. Ces nouvelles attaques interviennent au lendemain des frappes indiennes ayant ciblé ce que New Delhi appelle des camps terroristes au Pakistan, en représailles à l'attentat du 22 avril au Cachemire indien qui avait causé la mort de 26 personnes. Côté indien, les frappes pakistanaises ont fait 12 morts à Panchi, village du Cachemire. 3 chasseurs indiens se sont écrasés selon une source sécuritaire à New Delhi. Islamabad affirme en avoir abattu 5. Les deux armées sont en alerte maximale, les capitales étrangères appellent à la désescalade. Donald Trump exhorte les deux pays à arrêter immédiatement. Le ministre iranien des Affaires étrangères tente une médiation diplomatique de dernière chance. Mais sur le terrain, la logique de représailles mutuelles semble désormais enclenchée. L'espoir d'un retour au calme s'amenuise à mesure que la frontière s'embrase. Et cette note finale pour terminer ce journal, c'est une première dans l'histoire du cinéma indonésien. Jumbo, un film d'animation locale, pulvérise les records. Avec plus de 8 millions d'entrées depuis sa sortie fin mars, il est désormais le film d'animation le plus rentable d'Asie du Sud-Est. L'histoire est celle de Don, un jeune orphelin confronté au harcèlement scolaire, qui découvre un livre magique et se lance dans une aventure initiatique pleine de poésie et d'espoir. Ryan Adri Andi Halim, le réalisateur du film, raconte « Jumbo parle de ce que nous avons perdu et de la force qu'il faut pour continuer. Nous voulons rappeler à tous que chacun mérite le respect, peu importe son âge ou ses origines. 5 ans de travail, 400 artistes locaux mobilisés et le pari est gagné pour Visinema Studio. Le film a dépassé le succès du Becamato Movie, l'ancien champion malaisien de la région. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Jumbo sera bientôt projeté dans 17 pays, dont la Malaisie, la Turquie ou encore la Mongolie. Anggia Karisma, la directrice de contenu chez Visinema, déclare « Nous espérons toucher un public plus large et prouver que l'animation indonésienne peut aussi voyager. » Des cinéphiles n'hésitent pas à affirmer « Franchement, Jumbo peut rivaliser avec les films de Disney. » C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.